Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: la gestion efficace des communes au Togo. Les élus locaux renforcent leurs capacités afin d'améliorer la qualité des prestations des services publics dans les collectivités. Ils sont 117 maires à prendre part ce matin à une formation à Lomé. La situation au Mali, au cœur du 57e sommet en présentiel de la CEDEAO ce lundi à Niamey. La rencontre sera consacrée à la situation politique et sécurité de la région. Et parmi les dossiers, le Mali, les dirigeants des 15 États membres devront également choisir un successeur au président nigérien Mahamadou Issoufou à la tête de l'organisation. Et puis Rwanda, le président Kagame demande que Paul Rusesabagina ait été kidnappé. Critique et opposant de longue date du président rwandais Paul Rusesabagina, 66 ans, était apparu lundi à Kigali, menottes au poignet et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Pour une gestion efficace des communes au Togo, les 117 maires sont en formation depuis ce matin à Lomé sur le thème « Les éléments de la gestion efficace des communes ». Cette formation sur plusieurs thématiques permettra pendant 2 jours de mieux gérer les fonds que l'État va mettre à la disposition des maires au cours de cette année. L'objectif du gouvernement est de faire des communes des localités modèles et prospères, exemptées de la pauvreté. C'est dans ce contexte que l'État entend mettre à la disposition des communes un montant d'environ 2 milliards de francs CFA. Pour une bonne gestion de ces fonds, il faut des compétences, d'où cette formation. Ce fonds sera également injecté dans le paiement des arriérés des salaires des agents de la mairie. Les participants ont été aussi entretenus sur la situation du Covid-19, entre autres le blocage des villes, les débats sur la gestion du Covid-19 dans les différentes communes. Les difficultés entre les maires et les chefs cantons font aussi sujet de débat. Les maires sont appelés à soumettre leurs projets liés à la gestion du Covid-19 pour bénéficier de l'appui du comité de gestion de la pandémie. Nous y reviendrons en éléments sonores dans nos prochaines éditions. Variabilité climatique ou aléas climatiques dans le sud du Togo. Contrairement à l'année dernière, la petite saison des pluies tarde à démarrer. Et selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie nationale, la région va connaître des précipitations d'ici 1 à 2 semaines. Que peuvent être les raisons de ce démarrage tardif? Monsieur Aninga Tchakosi, il est ingénieur agrométéorologue à la Direction générale de la météorologie nationale. Plusieurs explications peuvent être données à ce démarrage tardif de la saison. D'abord, il faut préciser que la météorologie ouest-africaine est basée essentiellement sur la dynamique de 2 centres d'action qui ont des activités contradictoires. Ils fonctionnent de façon antagoniste. Je veux parler de centre d'action l'anticyclone des Açores qui envoie les vents secs et chauds et l'anticyclone de Sainte-Hélène qui envoie des vents humides. Alors cette année, il se fait que l'anticyclone de Sainte-Hélène a pris le pas sur l'anticyclone des Açores de telle manière que toute l'Afrique occidentale à un moment donné était sous l'affluence des vents de mousson. En ce sens que le front intertropical, qui est la ligne de démarcation entre les 2 types de vents dont j'ai parlé précédemment, a gagné en altitude et se positionne actuellement à une position moyenne de 23-24 degrés. Vous voyez donc que les précipitations sont beaucoup plus concentrées dans le Sahel.
C'est ça qui fait qu'il faut à un moment donné que l'anticyclone des Açores reprenne la force pour que les vents d'harmattan repoussent ceux de la mousson. Et là, la saison pourra s'installer dans le sud du pays. C'était à l'instant Anyinga Tchakossi. Il est ingénieur agrométéorologue à la Direction générale de la météorologie nationale. Et puis ce communiqué pour clore cette page nationale, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise du 8 au 19 septembre 2020 sa campagne annuelle de traitement de masse T2M contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux. Ce traitement de masse va se dérouler dans toutes les régions sanitaires du Togo, à l'exception de la région Lomé commune. Il s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de l'épidémie du Covid-19 dans le pays. Les populations cibles de ce traitement sont les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole destiné à traiter les vers intestinaux, les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans et les femmes de 15 à 49 ans dans les localités à risque pour l'administration de praziquantel destiné au traitement de la bilharziose avec présence de sang dans les urines. Toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration de l'ivermectine destinée à traiter l'onchocercose ou cécité des rivières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il l'invite à cet effet à une participation massive à ce traitement tout en réservant un accueil chaleureux aux agents de santé communautaire dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Fait à Lomé le 7 septembre 2020, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, la situation au Mali, au cœur du 57e sommet de la CEDEAO à Niamey. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent ce lundi à Niamey. La rencontre sera consacrée à la situation politique et sécuritaire de la région. Et parmi les dossiers, le Mali. La CEDEAO a suspendu le Mali de toutes les instances de l'organisation sous-régionale depuis le coup d'État du 18 août. Le pays est en partie sous embargo. Quel est l'état d'esprit de la CEDEAO sur le dossier malien, j'allais dire, avant ce sommet, Geneviève Pogno? Les militaires du CNSP avaient préparé un premier document énumérant les causes multiples de la crise malienne, notamment la mauvaise gouvernance, la corruption ou encore la détérioration de la situation sécuritaire, pour ne citer que les premières. Ces mots devant guider les priorités à devenir de la transition à venir. Samedi, les participants ont pu ajouter certaines préoccupations telles que l'emploi, la question migratoire ou encore l'impunité. Les partisans du M5 RFP, la coalition qui a mené la contestation populaire avant le coup d'État militaire, ont aussi à nouveau demandé à être associés à l'organisation de la concertation au même niveau que la junte au pouvoir. La semaine prochaine, les débats aborderont enfin les questions cruciales du moment, à savoir les organes de la transition politique à venir, sa durée ou encore la répartition des postes entre civils et militaires. Des débats auxquels les ex-rebelles de la CEMA ne participeront pas non plus. Et puis Geneviève Pogno, il faut le rappeler, la première journée des concertations nationales sur la transition politique organisée par la junte au pouvoir s'est tenue samedi dernier. Il revient aujourd'hui à un comité d'experts de faire la synthèse des termes de référence proposés. L'événement a rassemblé partis politiques, syndicats, sociétés civiles et groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Exception faite à des rebelles
de la SEMA qui n'ont pas souhaité participer aux travaux. Quelles sont alors les différentes propositions des participants? Nous voulons aider le peuple frère du Mali et non l'acificier, explique un responsable de l'instance dirigeante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À Niamey, à partir de ce lundi, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO vont prendre acte et se féliciter du départ de l'ancien président Ibeka pour des soins aux Émirats arabes unis, un point en faveur de la junte. La tenue des concertations nationales dans le premier round vient de se terminer sur le territoire malien est également considéré comme un geste de bonne volonté de la junte. Le président ivoirien Alassane Ouattara a eu ce week-end un entretien téléphonique avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La transition a été notamment évoquée par les deux hommes. L'entretien se serait bien passé. Va-t-on à Niamey alléger l'embargo contre le Mali ou le durcir? Il appartient au chef d'État de décider. L'embargo sur les flux financiers pourrait être allégé, mais si la position de la CEDEAO doit radicalement changer, il faut que la junte accepte une transition de pas plus de 12 mois, un président et un premier ministre de transition civile, comme le souhaite la CEDEAO. Et puis, Geneviève Pogno, il faut le rappeler, l'organisation régionale planchera aussi sur l'agenda politique et diplomatique ouest-africain cadencé par les crises et la Covid-19. Il sera aussi question du passage à témoin au président ghanéen Nana Akufo-Addo. Soudan du Sud, la mission de l'ONU au Soudan du Sud a commencé vendredi à retirer ses troupes des différents camps de déplacés à travers le pays. Ces camps établis en 2013 après le déclenchement de la guerre civile accueillent actuellement environ 180 000 personnes et seront désormais sous le contrôle du gouvernement. La ministre estime aujourd'hui que les camps ne sont plus menacés avec la mise en place surtout d'un gouvernement d'union nationale, un avis que ne partagent pas certaines ONG. Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a confirmé hier dimanche sa participation au scrutin. Ancien Premier ministre et chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, a également annoncé son intention de continuer à se battre contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Rwanda, le président Paul Kagame demande que Paul Rusesabagina ait été kidnappé. Critique et opposant de longue date du président rwandais Paul Rusesabagina, 66 ans, était apparu lundi à Kigali, menottes au poignet et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. Le mystère entoure les circonstances de son arrivée au Rwanda où elle se savait recherchée. Sa famille, qui dit avoir perdu tout contact avec lui alors qu'elle se trouvait à Dubaï, est convaincue qu'il avait été enlevé. Le président rwandais affirme, lui, qu'aucun acte illégal n'a précédé son arrestation. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La journée internationale de la démocratie sera observée le 15 septembre prochain. Il s'agit d'une des valeurs et des principes de base universels des Nations Unies. La célébration est donc l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Quelle est la situation au Togo? Hélène Assabi. La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. Elle peut être directe lorsque le peuple exprime sa volonté par le vote direct. Par contre, dans la démocratie représentative ou indirecte, le peuple exprime sa volonté à travers le choix des représentants qui prendront des décisions en son nom. La célébration de la Journée internationale de la démocratie permet donc de faire le point sur l'état de la démocratie dans tous les pays du monde. Et selon le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo, Marc Tarfal, le processus suit son cours et même si beaucoup reste encore à faire, le Togo a fait des progrès.
Je crois qu'au Togo, on est dans un processus qui suit son cours. Nous avons connu des années difficiles, mais je crois que des progrès importants ont été faits avec l'apport de tout le monde, que ce soit la partie gouvernementale, l'opposition, les partis politiques, la société civile, la presse, les acteurs non étatiques et surtout peut-être éventuellement les chefs traditionnels et religieux. C'est depuis 2008 que le Togo a commencé à célébrer la journée de la démocratie. Tous les acteurs sont invités à jouer chacun sa partition pour l'enracinement de la culture démocratique dans le pays. Mais sans Perussi Marceline, directrice de la consolidation de la démocratie. Il faut que chacun soit dans l'intérêt bien compris de son rôle. Les médias ne joueront pas le même rôle qu'un parti politique ou que les organisations de la société civile. Sans culture démocratique, la démocratie est précaire. C'est quoi la culture démocratique? C'est l'enracinement des valeurs et des pratiques démocratiques sur une longue durée. Mais pour que cet enracinement puisse se faire et qu'on aboutisse à la culture démocratique, il faut encore que, par exemple, les médias qui sont au cœur du débat démocratique soient les bons relais pour que cet échange population-gouvernant puisse être mieux compris et mieux maîtrisé. La démocratie est un processus et n'avance que sur le fondement de la participation citoyenne. Chacun est donc appelé à jouer son rôle pour sa consolidation au Togo. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Geneviève Lamboni, aidé par Florence Agbeha, qui nous disons merci. Le rappel des titres avant de nous quitter: la gestion efficace des communes au Togo. Les élus locaux renforcent leur capacité afin d'améliorer la qualité des prestations des services publics dans les collectivités. Ils sont 117 maires à prendre part ce matin à une formation à Lomé. La situation au Mali, au cœur du 57e sommet en présentiel de la CEDEAO ce lundi à Niamey. La rencontre sera consacrée à la situation politique et sécurité de la région. Et parmi les dossiers, le Mali, les dirigeants des 15 États membres devront également choisir un successeur au président nigérien Mahamadou Issoufou à la tête de l'organisation. Et puis, le Rwanda, le président Paul Kagame demande que Paul Rusesabagina ait été kidnappé. Critique et opposant de longue date du président rwandais Paul Rusesabagina, 66 ans, était apparu lundi à Kigali, menottes au poignet et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. À présent, rubrique sensibilisation. Covid-19, le virus a des symptômes difficiles à distinguer d'un simple rhume ou d'un état grippal. Cependant, face aux signes, il ne faut pas s'alarmer pour rien, mais restez vigilants. Sensibilisation, coronavirus, c'est Juliette Kamdé. Avec la saison qui court, les petits rhumes sont de retour. Mais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, comment être sûr que son vilain rhume en est bien un? Éternuer 3 fois par jour n'est en effet pas nécessairement synonyme de contamination au coronavirus. Ce qui doit inquiéter, une fièvre assez élevée et une toux grasse par exemple. À noter que depuis quelque temps, des symptômes moins évoqués apparaissent plus régulièrement. Parmi eux, les troubles digestifs, comme les vomissements. Si ce mal peut tout simplement dire que votre organisme rejette ce que vous avez mangé, des vomissements plus réguliers, accompagnés par de la diarrhée, doivent inciter à se faire tester. L'idée est donc de ne pas s'alerter pour rien, mais de rester bien vigilant. En cas de doute, le mieux est encore de consulter, car si vous avez le virus, plus vous attendez pour vous faire dépister et plus vous risquez de contaminer d'autres personnes. Le délai d'incubation de la COVID-19 est de 3 à 5 jours de manière générale. Cependant, cela peut monter à 14 jours. Il s'agit de la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Mais quels sont-ils justement? Une personne infectée par le virus corona peut souffrir d'une toux sèche, de la fièvre et de la fatigue au début.
Ces symptômes font leur apparition progressivement chez certains individus, en ayant une toux anodine au premier abord. D'autres personnes ne souffrent pas de ces signes alors qu'elles sont tout de même contaminées. On parle alors de malades asymptomatiques, ce qui rend la détection de la maladie beaucoup plus difficile. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont publié une étude sur l'apparition des premiers symptômes de la COVID-19. Ils semblent se manifester dans un ordre donné. D'abord, une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius pendant 2 ou 3 jours. La toux vient ensuite, suivie des douleurs musculaires, puis viennent les nausées et les diarrhées. Les scientifiques ont comparé cette analyse à la grippe. Pour cette dernière, c'est la toux qui se déclare en premier, contrairement à la COVID-19 qui provoque une forte fièvre. La collecte des informations a eu lieu en février en Chine, au moment où le pays était le plus touché par la maladie dans le monde. Ces 5000 cas confirmés ont servi à l'élaboration de cette étude. En attendant, soyons disciplinés dans le respect des gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg